Bonjour à tous, aujourd'hui deux exercices de colle. Le premier sur les matrices assez classiques, il faut savoir le refaire, et le deuxième sur les polynômes. C'est parti. Alors, le premier exercice, montrer que toute matrice carrée se décompose de manière unique en somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique. Alors, pour répondre à cette question, on va procéder par analyse-synthèse. C'est un raisonnement qui peut être pratique quand on n'a pas beaucoup d'informations, comme c'est le cas ici. Donc, on va prendre une matrice M de taille n. On veut qu'elle soit carrée, donc soit M, une matrice carrée de taille n. On va supposer qu'il existe donc une matrice antisymétrique, je vais noter A, de taille n également, et une matrice symétrique telle que M égale à A plus S. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire qu'une matrice est symétrique? On peut le rappeler. Une matrice est symétrique, ça veut dire que la transposée de cette matrice, elle est égale à elle-même. On peut faire pareil pour une matrice antisymétrique. Donc A appartient aux matrices antisymétriques de taille n. C'est équivalent à dire que la transposée de cette matrice ici serait égale à l'opposé de la matrice initiale. Bon, alors ici, on a des conditions sur la transposée. Donc, intuitivement, ce qu'on a envie de faire, c'est de tout simplement transposer cette équation. Donc, on écrit que la transposée de la matrice M, c'est égal à la transposée de la somme de deux matrices. Sauf qu'on sait que la transposée, c'est une application qui est linéaire. Donc, on peut tout simplement écrire que la transposée de A plus S, c'est la transposée de A plus la transposée de S. Et oui, mais ça tombe bien, parce que la transposée de A, on la connaît, c'est moins A, et la transposée de S, on la connaît aussi. On a alors un petit système qu'on peut pouvoir résoudre, qui nous dit que la transposée de M, elle est égale à S moins A, et la matrice M, elle est égale à S plus A. Donc si on résout, on peut le résoudre donc pour S et pour A. Donc ça nous donne S égale à 1 demi, facteur de la transposée de M, plus la matrice M. On peut faire pareil pour A. Cette fois-ci, ça va nous donner 1 demi de la matrice M, moins la transposée de la matrice M. Bon, ici, l'analyse est terminée. On va pouvoir passer à la synthèse. Donc, cette fois-ci, il va falloir vérifier que les deux matrices qu'on a trouvées conviennent, qu'elles sont bien solutions de notre problème. Alors, on va prendre donc, soit M, une matrice carrée de taille n. On pose A qui sera égal à 1 demi de la matrice M moins la transposée de la matrice M. Tout simplement, on réutilise les résultats qu'on a établis dans l'analyse. On fait pareil pour S. Et ici, on a plusieurs choses à vérifier. D'abord, on doit vérifier que la somme nous donne bien la matrice M. C'est ce qu'on voulait montrer à la base. Mais on doit aussi montrer que la matrice A, elle est antisymétrique et que la matrice S, elle est symétrique. Donc, pour montrer qu'une matrice est antisymétrique, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa transposée. Donc on va calculer la transposée de A. Comme j'ai dit tout à l'heure, la transposée, c'est donc une application linéaire. On peut donc sortir le scalaire et faire la transposée des matrices à l'intérieur, sachant que la transposée de M, c'est quoi? C'est M. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve tout simplement moins A. Et oui, il suffit de sortir le moins, et on retrouve la matrice A. On peut faire pareil, bon, donc A est bien antisymétrique. On peut faire pareil avec la matrice S. La matrice S, si je prends sa transposée, je vais avoir la transposée de 1 demi facteur de la transposée de M plus M. Et ça, encore une fois, on peut sortir le 1 demi. La transposée de la matrice M, c'est encore la matrice M. Et la transposée de la matrice M, c'est la transposée de la matrice M. Cette fois-ci, on retrouve S. Donc,
on a bien que S est une matrice symétrique de taille n, évidemment, comme A est de taille n, puisque M est de taille n. De plus, on va calculer la somme. Donc ça nous fait 1 demi de la matrice M moins sa transposée, plus 1 demi de la matrice transposée de M, plus M. Bon, alors ça, on peut tout simplement factoriser par 1 demi. Ça nous donne M plus M plus la transposée de M moins la transposée de M, ce qui se simplifie, et on retrouve la matrice M. On a bien montré que toute matrice carrée se décompose de manière unique en somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique. Pourquoi unique? Parce que tout simplement, on a trouvé une solution, un couple de solutions uniques durant l'analyse. Deuxième exercice, donc cette fois-ci sur les polynômes. Alors cet exercice est un tout petit peu plus dur, il faut un petit peu réfléchir, mais rien de bien méchant. Alors on nous définit donc une suite de polynômes par récurrence. Donc on a P0 qui est égal à 2, un polynôme constant, P1 qui vaut donc grand X, et pour tout n appartenant à grand N, P de n plus 2, c'est égal à X P de n plus 1 moins P de n. Donc, petite question préliminaire, on nous demande de calculer P2 et P3. Donc pour ce faire, on applique simplement donc la relation de récurrence. Donc P2, ça va être égal à X fois P1 moins P0. Donc X carré moins 2. Et P3, ça va être égal à X fois P2 moins P1. Hop. Ce qui nous donne x cube moins 3x. Ensuite, on nous demande de montrer, de déterminer le degré donc, au rang n du polynôme Pn et le coefficient dominant. Donc bon, pour ce faire, on sent que ça va être une récurrence. On peut déjà observer ce qui se passe sur les premiers polynômes. On voit que le degré à chaque fois du polynôme indice n, ça semble être justement n. Par exemple ici, P2, son degré c'est 0, ici son degré c'est 1, ici c'est 2, ici c'est 3, bon. Ça semble être assez prometteur, et puis en plus, si on essaie de faire l'hérédité de la récurrence dans sa tête pour vérifier que ça marche bien, ici on multiplie à chaque fois par grand X, donc on gagne entre guillemets un degré. Pour le coefficient dominant, alors si on exclut le cas P0, ici on a 1, ici on a encore 1, et ici on a encore 1. Bon, on peut supposer que donc pour tout n, Pn, son coefficient dominant ce sera 1. Surtout que pareil, si on essaie de regarder un petit peu dans sa tête l'hérédité, on va voir qu'à chaque fois qu'on multiplie par x, en fait le coefficient dominant il ne change pas. Donc on va montrer par récurrence. Alors ici, je vais commencer donc, en excluant le cas où n égale 0, puisqu'ici, le coefficient dominant, c'est 2, ce n'est pas 1. On pourra quand même montrer, rajouter à la fin que pour P0, son degré, c'est bien 0. Là, ce qui va juste me permettre de gagner un peu de temps, c'est de faire les deux récurrences en même temps. C'est pour ça que je vais exclure le cas où n égale 0 pour pouvoir inclure la récurrence sur le coefficient dominant. Donc, on va définir notre prédicat. Et le coefficient dominant, c'est 1. Donc, on commence par l'initialisation. Si n égale à 1, bon, ben, le degré de P1, c'est le degré de x, c'est égal à 1. De plus, son coefficient dominant, ben, c'est bien, encore une fois, 1. Donc, on a bien montré P de 1. On fait pareil si n égale 2. Cette fois-ci, c'est le degré de x au carré moins 2. Ça, c'est bien égal à 2. Et son coefficient dominant,
c'est encore une fois 1. On a montré P2. Donc maintenant, on va poursuivre la récurrence. Soit n appartenant à n étoiles. Supposons donc la propriété vraie au rang n et au rang n plus 1. Pour faire une récurrence double, évidemment, parce qu'on va utiliser la relation de récurrence du polynôme. On a que Pn plus 2, c'est x fois Pn plus 1 moins Pn. Donc, ici, on va s'intéresser au degré de cette partie-là et de cette partie-là. D'après l'hypothèse de récurrence, le degré de x fois Pn plus 1, donc degré de a fois b, c'est degré de a plus degré de b, ça va être égal à 1 plus n plus 1, finalement ça va être n plus 2. Et le degré de Pn, là c'est directement l'hypothèse de récurrence, ça va être n. On a donc que le degré de x fois Pn plus 1, il est strictement supérieur au degré de Pn. Donc ça veut dire que le degré de la somme, c'est égal au degré de x fois Pn plus 1. Donc d'où degré de Pn plus 2, ça va être égal au max entre les deux. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents. S'il y avait eu égalité, on aurait seulement le droit d'écrire l'inégalité. Degré de la somme est inférieur ou égal au maximum entre le degré des deux termes. Si ce n'est pas le cas, maintenant, il faut qu'on s'intéresse au coefficient dominant de Pn plus 2. Ben, encore une fois, on va avoir à peu près le même raisonnement. Puisque le degré donc de Pn il est strictement inférieur au degré de x fois Pn plus 1, et que le coefficient dominant, c'est le coefficient qui se trouve devant le terme de plus haut degré, et bien en fait, le coefficient dominant de Pn plus 2, ça va être le coefficient dominant de ce qu'il y a là. Et le coefficient dominant de ce qu'il y a là, alors, coefficient dominant de A fois B, c'est le coefficient dominant de A fois le coefficient dominant de B. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, ici, le coefficient dominant de X, c'est 1. Et d'après l'hypothèse de récurrence, le coefficient dominant de Pn plus 1, c'est 1 aussi. On a bien montré Pn plus 2, ce qui termine la récurrence. Ensuite, montrer que pour tout n appartenant à grand N et z appartenant à c étoile, Pn de z plus 1 sur z, c'est égal à z exposant n plus 1 sur z exposant n. Encore une fois, ici, bon, on se doute que ça va être une récurrence. On peut poser donc le prédicat. Voilà. Donc, Pn de z plus 1 sur z, c'est égal à z exposant n plus 1 sur z exposant n. On peut faire donc l'initialisation, tout simplement si n égale 0, alors je rappelle P0, il vaut 2, c'est un polynôme constant. Donc si on l'évalue en z, n'importe quel z complexe, on va écrire soit z appartenant à cette étoile, ça va être égal donc à 2, et ça c'est bien égal à z exposant 0 plus 1 sur z exposant 0. Si n égale 1, donc P de 1 il vaut x, soit z, un nombre complexe non nul,
ici c'est pareil, on a bien z exposant 1 plus 1 sur z exposant 1. Donc on poursuit avec l'hérédité. Cette fois-ci, on va encore réutiliser l'expression de récurrence. On va voir que ça se fait très facilement. On a P de n plus 2, c'est égal à x, P de n plus 1 moins P de n. Et bien tout simplement, on va évaluer en z plus 1 sur z. Donc Pn plus 2 de z plus 1 sur z, ça va être égal à, en l'évaluant x, en Pn plus 1, et en Pn. Cette fois-ci, on va pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence. Qui va nous dire que cette expression, elle est égale à donc z plus 1 sur z, facteur de z exposant n plus 1 sur z exposant n plus 1, moins z exposant n moins 1 sur z exposant n. Bon, on peut développer. Z fois z exposant n plus 1, zn plus 2. Z fois 1 sur zn plus 1, 1 sur zn. 1 sur z fois z exposant n plus 1, z exposant n. 1 sur z fois 1 sur z exposant n plus 1, 1 sur zn plus 2. On n'oublie pas de réécrire tous les termes. Et là, on voit que ça se simplifie. Il reste, comme par magie, que ce qui nous intéresse, à savoir zn plus 2 plus 1 sur zn plus 2. On a bien montré la propriété au rang n plus 2. On en arrive aux questions intéressantes. On déduire une expression simple de Pn de 2 cos θ. Bon, on vient nous faire montrer que Pn de z plus 1 sur z, c'était Zn plus 1 sur Zn. On se doute bien qu'il y a un rapport. Ce serait par exemple pratique si on pouvait arriver à exprimer 2 cos θ sous la forme d'un z plus 1 sur z. À ce moment-là, on aurait directement une expression. Bon, à ce moment-là, on réfléchit. Et on pourrait se dire qu'il faut essayer des formules trigo. Bon, on peut un peu tourner en rond. Mais ce qui doit mettre la puce à l'oreille, c'est qu'ici, on nous l'a fait montrer pour tout z appartenant à C étoiles. Bon, maintenant, on travaille beaucoup avec les complexes, mais souvent, on se restreint à R. Ici, si on nous l'a fait montrer dans C, c'est qu'il y a peut-être une raison. En plus, 2 cos θ, bon, ça nous rappelle quelque chose. Cos θ, c'est quoi? C'est la partie réelle d'un nombre complexe sous la forme EIθ. En plus, 2 cos θ, 2 parties réelles d'un certain nombre. Bon, mais ça doit rappeler la formule z plus z bar. Et en effet, si on pose z égale à EIθ, on va se rendre compte que 1 sur z, c'est égal à EI moins θ. Et EI moins θ, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement z bar. À ce moment-là, on a Pn de z plus 1 sur z, c'est égal à Pn de EIθ plus EIθ bar. Autrement dit, Pn de 2 fois la partie réelle de Iθ. Autrement dit, Pn de 2 cos θ. Et oui, mais ça tombe bien, parce que Pn de z plus 1 sur z, on sait l'exprimer. On a donc que Pn de 2 cos θ, c'est égal à Pn de EIθ plus 1 sur EIθ.
qui est égal, d'après la question juste avant, avec la formule de Moivre, et ça, d'après la formule de l'air, tout simplement, c'est égal à 2 fois cosinus nθ. On a bien trouvé une expression simple de Pn de 2 cos θ. Une fois qu'on a montré ça, la dernière question est assez simple. On doit en déduire les racines de Pn. Bon, nous on vient de trouver une expression assez simple de 2 cos θ. Donc nous, si on cherche les x tels que Pn de x égale 0, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir un x plutôt de la forme 2 cos θ. Donc, on va prendre un x qui va appartenir à quel intervalle? On veut qu'il soit de la forme 2 fois cos θ. Donc forcément, c'est un cosinus, il est entre moins 1 et 1. Donc si je multiplie par 2, on va prendre un x qui appartient à moins de 2. On va dire tel que x égale à 2 cosinus θ, où θ, ça va être un réel. On ne va pas le prendre n'importe lequel, on va le prendre dans un intervalle restreint, puisqu'on veut que pour chaque valeur de x, il y ait un seul et unique θ. Donc tout simplement, si x est entre moins 2 et 2, je peux diviser par 2, ça me donne x sur 2 qui appartient à moins 1, c'est normal, c'est un cosinus. Et on peut prendre, tout simplement, on ne va pas aller très loin, on va prendre la fonction arcosinus de x sur 2, donc entre moins 1 et 1. Autrement dit, on va prendre θ qui appartient à 0π. Donc, P de x, Pn de x égale 0. Ça veut dire que Pn de 2 cos θ égale 0. Donc ça, d'après la question juste avant, ça veut dire que 2 fois cos de nθ égale 0. Bon, ça veut tout simplement dire que cos de nθ égale 0. Cosinus de nθ égale 0. Ça, on sait résoudre. Ça veut dire que nθ, il est congru à pi sur 2 modulo pi. Comment on peut le traduire? Tout simplement, il existe un cas élément de z tel que nθ, c'est égal à pi sur 2 plus k fois pi. Sauf que on a mis une condition sur θ. Rappelez-vous, il doit être entre 0 et pi. Donc, on va l'exprimer. Et on va dire que je veux que pi sur n facteur de 1,5 plus k soit compris entre 0 et pi. Ça va nous donner une condition sur k, tout simplement. Bon, on divise par pi, on multiplie par n, tous deux positifs. Et ça nous donne un k qui est compris entre moins 1,5 et n moins 1,5. Sauf que k, il est entier. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que k, il appartient à un intervalle d'entier de 0 à n-1. On a donc trouvé n valeurs pour k, telles que Pn de cosinus θ égale 0. On va résumer ça. Ici, on pourrait dire qu'on a cherché uniquement les racines entre l'intervalle, dans l'intervalle, donc moins de 2. Sauf que, là où on a de la chance, c'est qu'ici, on a trouvé n racines dans cet intervalle-là, et qu'on sait que le polynôme, il est de degré n
Et oui, on l'avait montré par récurrence, juste ici au tout début. Si le polynôme est de degré n et qu'il admet n racines, il est scindé, il n'en admet pas une de plus. On a donc l'ensemble des racines qui peut s'écrire sous la forme des cosinus pi sur n, facteur de 1/2 plus k. Alors que je fasse pas de bêtises quand même, ici, c'est un 2, et ici aussi, puisqu'on avait posé x égale à 2 cos θ. Hop. Et là, on a bien l'ensemble des racines. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était 2 exercices assez sympas, le deuxième était plutôt cool. Il fallait un peu réfléchir pour trouver 2 cos θ, mais, et le premier surtout classique à savoir faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai de vous répondre le plus vite possible. En attendant, à bientôt.